À ce moment-là, l'armée rouge avait déjà conquis toute la Prusse orientale et la Pologne et s'approchait de Berlin. Donc, il n'y a même pas de comparaison possible. C'est sans conteste le front de l'Est qui comptait 10, 20, 100 fois plus d'hommes, plus de combats, des lignes de front plus vastes. C'est l'armée soviétique, l'armée rouge, qui a vaincu l'Allemagne nazie. Et, par exemple, le gaz utilisé à Auschwitz était fabriqué par IG Farben, avec des investisseurs américains. Voilà les faits. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Vladimir Brovkin. Le Dr Brovkin a été professeur d'histoire à l'université de Harvard et consultant auprès de diverses agences américaines. Son dernier livre, intitulé « De Vladimir Lénine à Vladimir Poutine, la Russie à la recherche de son identité », examine comment le passé russe a influencé et façonné la politique actuelle, en particulier la division entre l'Est et l'Ouest. C'est une lecture très éclairante. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Je dois préciser que le Dr Brovkin tient sa propre chaîne YouTube consacrée à la politique contemporaine et à l'histoire. C'est une ressource formidable, c'est devenu l'une de mes chaînes YouTube préférées. Je partagerai le lien dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner, je suis un grand fan. L'autre jour, le Dr Brovkin a publié une vidéo sur la bataille de Stalingrad et je dois dire que je l'ai regardée dès que vous l'avez mise en ligne. Merci beaucoup d'être avec nous, Dr Brovkin. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Les puissances alliées, composées de l'Union soviétique, rejointes par la suite par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et d'autres pays, ont combattu contre les puissances de l'Axe, dirigées par les régimes fascistes de l'Allemagne nazie, de l'Italie et du Japon. L'ampleur de la guerre était absolument sans précédent dans l'histoire humaine. L'Union soviétique a mobilisé 34,5 millions d'hommes, un chiffre inégalé. Les États-Unis ont mobilisé 16 millions de soldats, la Chine comptait 14 millions d'hommes et le Royaume-Uni et la France en ont mobilisé 11 millions à eux deux. Le coût humain de la Seconde Guerre mondiale s'élève à 78 millions de personnes. Ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est un héritage que nous ne devons jamais oublier. Avant d'entrer dans les détails, il serait peut-être utile d'évoquer rapidement les principaux acteurs. Dr Brovkin, pourriez-vous planter le décor en expliquant la dynamique derrière cette alliance assez inhabituelle entre Staline, Roosevelt et Churchill? Il existe de très nombreux livres consacrés uniquement à la formation de l'Alliance et au début de la guerre. Donc si nous entrons dans une discussion approfondie à ce sujet, cela prendrait de nombreuses heures, ou au moins toute cette heure. Donc très brièvement, la chose la plus importante est que cette alliance, personne ne savait qu'elle allait se former. Pour résumer, dans les années 1930, Staline pensait qu'il pourrait créer un front antifasciste. C'était la politique du Comintern au milieu des années 1930, lorsque Litvinov était ministre des Affaires étrangères. Mais ensuite, tout a changé très rapidement en 1938-39. Je pense que 1938 est le tournant crucial de la politique soviétique, car Staline n'a pas été invité à la conférence de Munich. Et la conférence de Munich, en gros, n'a pas vraiment On l'accuse d'être une politique d'apaisement et tout cela. Je ne pense pas que ce soit important. Ce qui est important, c'est que Staline n'a pas été invité et que la Tchécoslovaquie, eh bien, elle n'a pas vraiment été divisée ni donnée à Hitler. C'est exagéré. Les régions germanophones de la Tchécoslovaquie ont été autorisées à s'autodéterminer. Donc, en un sens, il n'y a rien de criminel là-dedans. Je veux dire, pourquoi les Allemands des Sudètes n'auraient-ils pas pu rejoindre l'Allemagne? Le problème, c'est qu'Hitler a violé cet accord et en mars 1939,
il est entré dans le reste de la Tchécoslovaquie. C'est cela qui marque vraiment le début de la guerre, car après cela, la Grande-Bretagne et la France ont donné une garantie à la Pologne, signifiant plus jamais ça. Cela ne se reproduira plus. Si vous bougez encore, alors nous sommes en guerre. C'est ainsi que la France et la Grande-Bretagne sont entrées en guerre. Staline explorait encore, à l'été 1939, la possibilité de former un front commun. Mais en même temps, Ribbentrop est venu à Moscou et a fait à Staline une offre qu'il ne pouvait pas refuser, ce qui signifiait rester en dehors de la guerre. Je veux dire, les gens se concentrent généralement sur le fait que la Russie a obtenu la moitié de la Pologne. En réalité, ce n'était pas la moitié de la Pologne. Je le répète sans cesse. Vilnius, selon le jugement de quiconque, ne fait pas partie de la Pologne. Eh bien, il en va de même pour Lviv. C'est l'Ukraine. Et il en va de même pour environ la moitié, presque la moitié, de la Biélorussie actuelle. C'étaient des Biélorusses parce qu'ils étaient chrétiens orthodoxes. C'est la principale division. Les dialectes sont très similaires, biélorusse, polonais. L'alphabet est différent, mais si vous êtes catholique, vous êtes polonais. Si vous êtes orthodoxe, vous êtes russe ou biélorusse. Donc, la chose la plus importante, c'est qu'ils voulaient rester en dehors de la guerre, tout comme les États-Unis l'ont fait. Donc, personne ne peut vraiment accuser Staline d'avoir voulu rester en dehors de la guerre. Les États-Unis sont restés en dehors de la guerre, même lorsque Paris a été occupé par Hitler. C'est un fait. Les États-Unis ne sont entrés en guerre que lorsque le Japon a attaqué les États-Unis. Et le 11 décembre, alors que les Allemands combattaient vraiment près de Moscou, ce n'est qu'à ce moment-là que les États-Unis sont entrés en guerre, après Pearl Harbor. Donc, Staline voulait rester en dehors de la guerre. Il a conclu un accord avec Hitler, ce qui a déplacé la frontière vers l'ouest, ce qui était très avantageux pour sa sécurité. Cela a également annulé les résultats de la guerre russo-polonaise de 1920, lorsque la Pologne avait obtenu ces territoires, qui étaient en partie ukrainiens, en partie biélorusses et en partie lituaniens. C'est ainsi qu'ils se sont tous retrouvés impliqués dans une guerre sans vraiment avoir agi. C'étaient les circonstances autour d'eux. L'attaque du Japon à Pearl Harbor, la défaite rapide de la France en 1940. C'est ainsi que la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique se sont retrouvés ensemble face à Hitler, à l'Allemagne et au Japon. Donc, la guerre a commencé en 1939. Et en juin 1941, lors de l'opération Barbarossa, dont vous avez parlé sur votre chaîne, l'Allemagne nazie a envahi l'Union soviétique. 2 ans plus tard, en 1943, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont ouvert le front occidental lors de la conférence de Téhéran. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui a poussé les pays occidentaux à attendre effectivement jusqu'en 1943 pour aider l'Union soviétique dans sa lutte contre le fascisme? C'est, encore une fois, l'un de ces sujets très controversés. Et encore, il existe de nombreux livres et de nombreuses théories différentes sur les raisons pour lesquelles ils ont attendu aussi longtemps. Je pense que la réponse rapide serait que les États-Unis étaient le seul pays réellement capable de mener des combats sérieux en première ligne. La Grande-Bretagne ne l'était pas. La Grande-Bretagne avait été battue. La seule chose qu'elle pouvait faire était de bombarder les villes allemandes. Et c'est ce qu'elle a fait après la chute de la France. La France était hors jeu, vaincue, occupée, divisée, elle n'était donc plus dans la course. Les États-Unis étaient occupés avec le Japon. C'était un défi très très sérieux. Le Japon était en effet un adversaire très puissant, tellement puissant que lorsque l'on compare les 2 théâtres de guerre, au Japon et dans le Pacifique d'un côté et en Allemagne de l'autre, l'Allemagne paraît bien moins puissante que le Japon.
Le Japon contrôlait un empire s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres, presque tout l'océan Pacifique, quasiment jusqu'à l'Australie et jusqu'en Birmanie, incluant toute la Chine et l'Asie du Sud-Est. C'était un immense empire doté de porte-avions gigantesques. L'Allemagne n'avait aucun porte-avions. Le Japon en possédait, je crois, 5 ou 6. Autrement dit, les États-Unis faisaient face à un adversaire militaire extrêmement sérieux. Par conséquent, l'Europe n'était pas une priorité pour eux. Car que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez pas attaquer. Il faut avoir un front quelque part. C'est donc à ce moment-là, à Téhéran, qu'ils ont discuté de l'endroit où il devrait se situer. Staline, bien sûr, le voulait plus près de lui, et plusieurs plans ont été proposés. Les Britanniques voulaient débarquer en Grèce et avancer à travers les Balkans. Mais là encore, Staline a dit que cela ne mènerait pas à la défaite de l'Allemagne si l'on avançait par les Balkans. Finalement, ils ont décidé de passer par l'Afrique du Nord simplement parce que c'était l'option la plus facile. Un accord a été conclu au Maroc avec les généraux qui ont ouvert le Maroc au débarquement américain. Ensuite, ils sont passés du Maroc à la Libye. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Hitler a envoyé Rommel et 200 000 soldats. C'est vraiment une force mineure comparée aux 3 millions qui combattaient à Stalingrad à cette époque. Donc, il s'agit de l'Afrique du Nord. Et le débarquement de Normandie était en préparation, encore et sans cesse reporté. Et permettez-moi de dire à vos auditeurs qu'au moment du débarquement de Normandie, il n'y avait que 145 000 soldats. Au même moment, sur le front de l'Est, l'Union soviétique comptait 12 millions de soldats. 12 millions, j'ai vérifié, en 1944. Maintenant, pour comparer, en juin, ils ont débarqué et en août, ils ont pris Paris. Donc, ils ont avancé, disons, 300 kilomètres du débarquement jusqu'à la prise de Paris. Je crois que c'était le 24 août. Au même moment, la bataille de Bagration faisait rage dans le nord-ouest de la Russie, à proximité des pays baltes. Ainsi, lors de l'opération Bagration, nommée d'après le général de 1812, une armée de 300 000 Allemands fut encerclée près de Riga, coupée de l'accès à la Prusse orientale et à l'Allemagne. Les pertes totales des Allemands durant l'été 1944 s'élevaient à 450 000 hommes, dont 300 000 encerclés. Autrement dit, les proportions, et cela en seulement 3 mois. C'était l'intensité des combats sur le front de l'Est durant l'été 1944. En d'autres termes, l'ampleur de ces chiffres montre bien que la majorité des combats les plus violents et des pertes les plus lourdes subies par l'armée allemande se sont évidemment déroulées sur le front de l'Est. En parlant de la Seconde Guerre mondiale, je pense que nous devrions consacrer, espérons-le, quelques minutes à l'Armée rouge elle-même. L'Armée rouge était composée de personnes issues de différentes républiques de l'URSS. Mais quelle nationalité constituait la plus grande partie d'une force militaire aussi incroyablement vaste? Eh bien, c'était proportionnel à la population, parce qu'il y avait une conscription générale. Et puis, il y avait bien sûr les soi-disant volontaires, le Front populaire, le Narodny Front, qui étaient des personnes s'étant portées volontaires essentiellement pour défendre leur propre territoire. Ils restaient proches de la région d'où ils venaient. Mais tous les hommes de 20 à 45 ans pouvaient être mobilisés dans l'armée, à moins qu'ils n'occupent un poste important dans l'industrie de la défense quelque part. Cela signifie donc que, comme vous l'avez justement mentionné, selon le ministère de la Défense aujourd'hui, on peut vérifier que le nombre de personnes ayant porté l'uniforme, ce qui incluait aussi des femmes d'ailleurs, était de 33 millions. 33 millions de citoyens soviétiques, principalement des hommes, mais aussi quelques femmes, par centaines de milliers, ont porté l'uniforme à un moment donné.
Maintenant, encore une fois, faisons les calculs. En 1941, lorsque la guerre a commencé, l'armée rouge comptait 3 millions d'hommes et elle a été presque complètement vaincue. À la fin de l'année, la plupart d'entre eux étaient soit prisonniers de guerre. Dans ma vidéo, j'ai mentionné que parmi eux se trouvait mon oncle, le frère aîné de mon père, qui avait 20 ans à l'époque. Il a participé à la guerre dès le début, et il est mort, je veux dire. Il a été tué, évidemment, bien qu'il n'y ait eu aucun dossier, sauf celui que j'ai trouvé dans les archives du ministère de la Défense. N'importe qui peut retrouver ses proches aujourd'hui. C'est une archive très bien organisée. Bref, donc 3 millions. L'année suivante, à Stalingrad, ils étaient 6 millions. Ils ont donc réussi à créer une nouvelle armée et à doubler ses effectifs. C'est la capacité étonnante du système soviétique à mobiliser les masses. Les bolcheviks étaient meilleurs que quiconque au monde dans un domaine, la mobilisation des masses. Et il s'est avéré très utile qu'ils soient capables de recruter, mobiliser, enrôler et former, etc. Donc on parle ici de 6 millions. Et comme je l'ai dit, en 1944, lors de l'assaut final contre la Wehrmacht, il y avait 12 millions de personnes en service, en même temps. Voilà ce que les bolcheviks étaient capables de faire. Et je pense que c'est un exploit tout à fait remarquable, notamment de les recruter et de les enrôler, mais aussi de les former, de les nourrir, de déplacer les troupes, de coordonner. Je veux dire tout cet effort colossal qu'il fallait organiser, et ils l'ont fait. Absolument incroyable. Et je pense que c'est un véritable hommage à l'armée rouge, qui bien sûr était composée de Russes, d'Ukrainiens et de Biélorusses. Ce sont en quelque sorte les 3 principales nationalités au sein des forces armées. C'est un témoignage extraordinaire de la capacité à s'unir face à une menace extérieure. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur les moments clés de la guerre qui ont finalement conduit à la grande victoire. Peut-être pourrions-nous commencer par la bataille de Stalingrad, qui fut la plus grande et la plus sanglante bataille de l'histoire de l'humanité en termes de pertes et de participants. Pourriez-vous expliquer comment la bataille de Stalingrad s'est déroulée et peut-être parler un peu de l'importance de la victoire soviétique à Stalingrad? Oui, très brièvement. C'est encore une fois un sujet immense, et de nombreux livres ont été écrits sur chacune de ces questions. Mais l'élément important concernant la bataille de Stalingrad, c'est bien sûr qu'il s'agit de la plus grande et de la plus sanglante bataille de toute l'histoire mondiale. C'est tout. Il n'y a jamais eu. Même Verdun comptait 450 000 Français et 500 000 Allemands, soit environ 1 million de pertes au total. Ici, nous avons 1 million de chaque côté. Il y a donc eu des combats extrêmement intenses. En termes de date, cela s'étend de l'été 1942 à janvier ou février 1943, lorsque le reste des forces allemandes s'est rendu. Cela fait donc 6 mois. Et pendant ces 6 mois, 2 millions de soldats sont morts au combat. Maintenant, toute la stratégie reposait sur le fait qu'après le revers subi par les Allemands près de Moscou, ils devaient décider de la suite à donner. De nombreux historiens militaires estiment que la décision d'avancer dans le sud, vers l'est en direction de Stalingrad, était une erreur. La raison pour laquelle c'était une mauvaise décision, c'est que plus les Allemands s'enfonçaient, plus il devenait difficile de les approvisionner, car les distances sont énormes. Permettez-moi de vous donner ce chiffre. De Brest-Litovsk à la frontière biélorusse jusqu'à Moscou, il y a exactement 1000 kilomètres. C'est la distance qu'ils ont parcourue en 1941. Maintenant, de Kharkov, où ils se trouvaient au début de 1942, jusqu'à Stalingrad, il y a 800 kilomètres. Ils ont donc dû avancer encore près de 800 kilomètres pour atteindre Stalingrad. Leur plan était donc de balayer le sud. Ce sont des steppes ouvertes,
qui constitue un terrain facile pour les chars, sans arbres, comme en Russie centrale. Ensuite, il s'agissait d'envelopper et de remonter vers le nord, le long de la Volga, en détruisant en quelque sorte les principaux centres de population de la Russie. Car au-delà de la Volga, la région est peu peuplée, puis viennent les monts Oural et la Sibérie. Ils pensaient donc simplement encercler Moscou. La deuxième offensive devait avancer vers le Caucase du Nord, jusqu'à Bakou, pour s'emparer du pétrole de Bakou, car Hitler avait vraiment besoin de pétrole pour ses armées. Ils pensaient donc que c'était extrêmement ambitieux, presque impossible. La raison pour laquelle c'est si difficile, c'est qu'au moment où ils ont traversé le Don, les deux armées se sont séparées. C'est la clé de leur défaite, car la 8e armée a continué d'avancer vers Stalingrad, et il n'y a que 100 km du Don à Stalingrad, tandis que la 5e armée est partie vers le sud, dans le Caucase du Nord, avec pour objectif d'atteindre Bakou. Ils ne sont jamais arrivés à Bakou. Ils se sont retrouvés bloqués dans le Caucase du Nord et n'y sont jamais parvenus. Pendant ce temps, dans l'intervalle, ils n'avaient pas assez de soldats. Alors ils ont demandé l'aide des Italiens, des Roumains et des Hongrois. Il manquait d'hommes. Ils auraient dû y penser à l'avance, alors que les Russes les surpassaient déjà en nombre, et ils seraient 6 millions d'ici le milieu de l'été. Mais de toute façon, les Allemands étaient tellement sûrs d'eux. C'est un autre gros problème. Ils étaient tellement sûrs d'eux, et les Russes étaient tellement intimidés par leur propre défaite. Et j'ai trouvé un fait très intéressant. Il existe un livre d'Alexander Werth, qui était le fils d'un émigré blanc, mais il était citoyen français et très favorable à l'Union soviétique. Il était correspondant et se trouvait à Stalingrad. Cela est décrit dans son livre, La Russie en guerre. J'ai vérifié, il est disponible sur Amazon. Ainsi, Werth écrit que lorsque la victoire est survenue et qu'ils ont encerclé les armées allemandes, même les Russes n'y croyaient pas. C'est ce qu'il écrit dans le livre. Les soldats autour disaient « Ce n'est pas possible, nous n'avons pas pu faire ça, c'est impossible ». En d'autres termes, les gens étaient tellement conditionnés à croire que les Allemands gagnaient, que les Allemands avançaient, que les Allemands étaient toujours victorieux, que lorsque les Russes ont finalement gagné, personne n'a voulu y croire au début parce que c'était tellement incroyable. Mais ils l'ont fait. Les combats acharnés avaient tellement épuisé les Allemands qu'ils ne pouvaient plus avancer, même pas dans la ville de Stalingrad elle-même, maison après maison, quartier après quartier. Ils ne pouvaient même pas continuer vers le sud, vers Astrakhan, pour rejoindre l'autre armée qui se dirigeait vers Bakou. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils devaient tenir bon et se battre. Puis, le mouvement en tenaille venant du nord et du sud les a encerclés. Et voici un autre point très intéressant pour un public occidental. Le général Paulus, qui avait été promu maréchal, a demandé la permission. « Laissez-moi percer. Laissez-moi percer. Non, battez-vous. Restez et battez-vous. Restez en place. » Tellement absurde. Mais parce qu'il ne voulait pas admettre qu'il y avait une défaite. Autoriser la retraite signifie reconnaître sa défaite. Et il ne pouvait pas le faire. Donc au final, il a perdu davantage. Il a perdu 250 000 hommes et 22 divisions. Et à l'honneur des généraux allemands, les 22 généraux sont restés avec leurs hommes et se sont rendus. Et c'était en janvier 1943. Après la défaite de Stalingrad en 1943, comme vous l'avez dit, en janvier, l'armée allemande a tenté une dernière offensive à Koursk durant l'été 1943. La bataille de Koursk a duré plusieurs mois, je crois qu'elle s'est terminée en août, je suis sûre que vous pourrez le confirmer. Elle est devenue la plus grande bataille de chars de l'histoire, avec des milliers de chars engagés. Pourriez-vous parler de la bataille de Koursk et de la façon dont elle a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale?
Oui, la bataille de Koursk est également absolument fascinante. En effet, car il s'agit de la plus grande bataille de chars de l'histoire. L'histoire se déroule à peu près ainsi. Après la bataille de Stalingrad, qui a eu lieu en février 1943, tout le monde se demandait quoi faire ensuite. Ce qui est étonnant, c'est que l'offensive russe prenait de la vitesse et ils avançaient à la même allure que les Allemands auparavant. Ainsi, en 2 mois, ils étaient de retour à Kharkov. En d'autres termes, les Allemands ont perdu 800 kilomètres en 2 mois. Tout comme ils avaient avancé rapidement en 1941, les Russes maintenant, ou plutôt l'armée rouge soviétique, avançaient très vite, et ils étaient à Kharkov. Ensuite, un épisode intéressant fut que Khrouchtchev révéla qu'il avait soi-disant averti Staline qu'ils avançaient trop vite et qu'il fallait ralentir, car il y avait une faille. Et c'est cela dont les Allemands étaient si fiers. Il y a le général Manstein. Il a ordonné une offensive dans l'espace entre les deux armées russes, et il a repris Kharkov. Il s'agit donc d'une seconde conquête de Kharkov par Manstein. Un autre épisode intéressant concernant la bataille de Koursk est qu'Hitler est venu au quartier général. Il était très proche de Kharkov, dans un lieu tenu secret, où les généraux allemands et Hitler ont tenu une conférence. Le général Guderian, le légendaire général des armées de chars, j'ai lu les comptes rendus, exhortait Hitler à adopter une défense en profondeur, à abandonner tout projet d'offensive, et simplement, comme il le disait, défendre l'Europe. Cela signifiait construire des fortifications sur la ligne de front existante, qui s'étendait de Kharkov à une grande partie de la Russie, à environ 200 km à l'ouest de Moscou, Baltic. Les troupes allemandes étaient encore près de Leningrad. Elles continuaient de bloquer Leningrad en 1943. Donc Hitler a refusé. C'était encore une de ses décisions, vous savez, non, avancez, avancez, avancez. Il leur a donc ordonné d'avancer. Et Manstein était ravi de le faire. Ils ont rassemblé une force importante, 5000 chars. Le plan était de porter un grand coup, de percer le front, puis d'essayer de faire ce que Denikin avait fait en 1919, s'approcher très près de Moscou. C'était donc un bon plan. Mais voici un autre aspect fascinant à ce sujet. Staline est au courant. Je veux dire, le renseignement soviétique était vraiment très efficace. D'une manière ou d'une autre, c'était par la Suisse, mais encore une fois, j'ai suivi tous ces télégrammes et ces choses-là. Au début du printemps, Staline connaissait la future bataille de Koursk. Il en connaissait les dates. Je veux dire, les renseignements étaient excellents. L'opération a été reportée jusqu'en mai, puis de mai à juin, puis de juin à juillet. Et elle a finalement commencé, je crois que c'était le 4 ou le 6 juillet, la bataille de Koursk. À ce moment-là, non seulement les Soviétiques étaient au courant, mais Staline a écouté Zhukov, et Zhukov a fait exactement ce que Guderian avait conseillé. Sauf que Staline a suivi ce conseil et a construit des fortifications au cas où. On les appelait plusieurs lignes et lignes de défense, tranchées, fils anti-chars, obstacles, toutes sortes de choses, et des troupes à chaque vague. Donc c'était sur plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, ce qui veut dire pratiquement jusqu'à Moscou, car il n'y a que 300 kilomètres. Voilà donc la défense. Et Manstein, ils ont essayé. Et ils ont pris la première ligne, puis la deuxième ligne. Mais après 3 jours de combat, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient un nombre énorme d'hommes et de chars. Et ils ont avancé de 8 kilomètres. 8. Ils se sont dit, waouh, ce n'est tout simplement pas possible de continuer comme ça. Je veux dire, tout ça pour 8 kilomètres de steppe, alors ils ont abandonné. Le troisième fait fascinant à propos de la bataille de Koursk. Les Allemands l'ont abandonné au 6e jour. Abandonné, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient tout simplement plus, ils ne voulaient tout simplement plus avancer. Quelque chose s'est brisé. Ils ont donc compris que c'était impossible.
À partir de ce moment-là, ce n'est plus que retraite, 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 jusqu'à Berlin. Avec des aspects très intéressants. En général, les gens ne prêtent pas beaucoup d'attention à cette partie. Mais j'ai regardé cela, et c'est très intéressant, car il y a eu d'un point de vue purement militaire, des opérations très impressionnantes, des encerclements, des avancées. Et j'ai aussi vérifié, l'armée soviétique a perdu, je crois, 700 000 hommes en libérant l'Europe de l'Est. Ce sont donc encore des pertes très très importantes qu'ils ont dû subir. Les combats étaient très sérieux. Les Allemands perdaient encore plus. En fait, le site web qui montre les pertes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale indique qu'elles augmentaient. Les Russes ont perdu plus en 1941 qu'en 1942, et les Allemands ont perdu beaucoup, près d'1 million en 1944, et encore plus au début de 1945, parce qu'ils étaient encerclés, parce qu'il y avait des combats désespérés, donc leurs pertes augmentaient à mesure que la guerre avançait vers l'ouest. C'est absolument fascinant. Donc, la guerre a commencé en 1939, puis les États-Unis se sont déclarés neutres la même année. L'Allemagne nazie a envahi l'Union soviétique en juin 1941, comme nous venons de le mentionner, et les États-Unis sont officiellement entrés dans la Seconde Guerre mondiale après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941. Décembre 1941, oui. Oui, merci. Merci d'avoir clarifié cela. Cependant, ce n'est qu'en 1944, lors du débarquement de Normandie, que les Alliés occidentaux ont ouvert le second front contre les forces de l'Axe, bien que la décision ait été prise lors de la conférence de Téhéran en 1943. En ce qui concerne la taille et l'ampleur du front occidental et du front de l'Est, comment le front occidental se comparait-il au front de l'Est, où l'armée rouge continuait d'avancer vers Berlin? Eh bien, j'ai déjà mentionné que le premier front ouvert était en Afrique du Nord. C'était en 1942-43, la campagne d'Afrique du Nord. Et l'armée allemande était sous le commandement de Rommel, le général Rommel, avec 200 000 hommes. Voilà. Donc, c'était pas vraiment une grande armée. Et puis, il y avait les Italiens, mais les Italiens étaient la risée de tous. Les Allemands sont simplement venus les aider parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir le front. Donc, nous sommes en 1943. Ensuite, ils ont avancé jusqu'à peu près au centre de l'Italie. C'était en 42-43. Vers le milieu de 1943, les Alliés avaient progressé au nord de Naples. Et c'est cela qui a provoqué la révolution en Italie, le renversement de Mussolini. Ensuite, il a été remis au pouvoir et les Allemands ont occupé l'Italie. À partir de ce moment, l'armée vient de baisser de l'Anna, et bien Rome incluse, entre Rome et Naples, est occupée par les Allemands et les Alliés sont dans le sud. Et ils sont restés là jusqu'à la fin de la guerre. Ils ne sont jamais montés vers le nord avant la toute fin. Mais c'est en juin 1944 que s'ouvre le front de Normandie, le jour J, le débarquement, début juin 1944. Et il s'agissait d'une force relativement petite, 144 000 hommes. Donc c'est vraiment mineur. Et comme je l'ai dit, ils ont été assez efficaces dans le sens où ils avancent et libèrent Paris le 24 août. Ensuite, ils se dirigent vers Aix-la-Chapelle, à la frontière allemande, et ils y restent bloqués jusqu'en mars 1945. En d'autres termes, si l'on veut être cynique, on pourrait dire qu'il n'y a presque pas eu de combat sur le front de l'Ouest. Il n'y a eu qu'une seule bataille sérieuse, le débarquement, puis la bataille des Ardennes, quand Hitler a essayé de les repousser. Et ce fut extrêmement sanglant. J'ai parlé à de nombreux Américains qui ont combattu lors de la bataille des Ardennes. J'ai parlé à des vétérans dans les années 80, quand ils étaient encore en vie. Et ils pensaient que c'était
l'enfer s'était déchaîné et qu'ils risquaient de tout perdre. Mais ils ont tenu bon, et ce n'est qu'après cela, en mars, qu'ils ont déferlé en Allemagne. À ce moment-là, l'armée rouge avait déjà conquis toute la Prusse orientale et la Pologne et approchait de Berlin. Donc évidemment, il n'y a même pas de comparaison possible. Le front de l'Est, c'était 100 fois plus d'hommes, plus de combats, des lignes de front bien plus vastes. C'est l'armée soviétique, l'armée rouge, qui a vaincu l'Allemagne nazie. Et ses alliés, n'oublions pas, officiellement, la Roumanie, la Hongrie, la Finlande, l'Italie et l'Espagne ont envoyé des troupes, ce qui suffit. Une fois que vous avez vos soldats en uniforme qui combattent, vous êtes partie prenante à la guerre, selon les règles internationales. Donc, ce sont tous des pays officiellement alliés à l'Allemagne. Absolument. Après la victoire de Koursk, l'armée rouge s'est dirigée vers l'ouest, comme vous l'avez mentionné, pour libérer les républiques soviétiques ainsi que d'autres pays européens. Ce qui est intéressant, c'est que l'Ukraine a été entièrement libérée en 1944. Il y avait donc de nombreux défis à relever pour avancer vers l'ouest, libérer l'Europe et aller jusqu'à Berlin. Les nazis avaient instauré un régime fasciste brutal en Autriche, en Albanie, en Belgique, en Grèce, au Danemark, au Luxembourg, en Norvège, en Pologne et en France. Tous ces pays étaient donc occupés par l'Allemagne nazie et les forces de l'Axe. Bien sûr, la libération de l'Europe a eu un coût énorme. Pourriez-vous peut-être vous concentrer un peu sur la libération de... C'est évidemment un sujet très tragique, mais je pense qu'il est très important, les camps de concentration, parce que je sais que cette année, une commémoration a eu lieu en Pologne et seuls certains pays ont été invités. Donc je pense que pour rendre justice, il faut consacrer un peu de temps à mettre en avant la libération, par exemple d'Auschwitz, et parler de l'importance de cet événement dans le contexte de la défaite du fascisme en Europe. Eh bien oui, c'est aussi un autre sujet fascinant. Vous en avez évoqué la plupart, Auschwitz. Que savaient les gens à l'époque? Aujourd'hui, vous savez, il y a un musée, des enfants viennent, et c'est connu comme un camp de la mort, où des centaines de milliers de personnes ont été brûlées vives et tuées. Il y avait des juifs et il y en avait d'autres. Mais que savaient les gens à ce moment-là? Certains historiens, dont certains de mes collègues, ont écrit des livres à ce sujet, essayant de dévoiler l'histoire d'Auschwitz. Et il faut admettre que le président Roosevelt et Churchill étaient au courant dès 1942. Ils le savaient, et certaines personnes disaient « Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Pourquoi ne faites-vous pas au moins ?» Walter Laqueur a écrit un livre fantastique à ce sujet. Walter Laqueur wrote a fantastic book about this. Et il pose la question, pourquoi n'ont-ils pas bombardé les voies ferrées? Pourquoi n'ont-ils pas essayé de l'arrêter? Et la réponse est qu'ils ne l'ont pas fait. Ce n'était pas une priorité. J'ai parlé à de nombreux Allemands, le saviez-vous? J'ai étudié en Allemagne, j'ai vécu en Allemagne, j'ai beaucoup d'amis allemands, et ils m'ont dit que pendant la guerre, ils ne savaient rien à ce sujet. La seule chose qu'ils savaient, c'est que des gens étaient déplacés. Des ouvriers russes étaient amenés. Des femmes ukrainiennes travaillaient dans les champs. Des juifs étaient envoyés quelque part. D'autres personnes étaient déplacées ailleurs. Tout le monde bougeait. Ils savaient que des gens étaient déplacés, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient systématiquement tués. Et je les crois. Du moins publiquement, cela n'a pas été divulgué. Mais les dirigeants savaient, Roosevelt savait, Churchill savait, et le grand public n'en savait rien. Je veux vous dire une autre chose, qui est importante, et lorsque j'en ai l'occasion, je le dis. J'ai fait des recherches aux Archives nationales à Washington, et les dossiers sur lesquels je travaillais concernaient la Suisse. En Suisse, comme nous le savons tous, il y a un centre de l'industrie chimique,
Et il y avait une entreprise qui a été dissoute après la guerre, appelée IG Farben. C'était une entreprise chimique allemande. Et c'est elle qui produisait le gaz pour Auschwitz, du gaz toxique. J'ai consulté les documents d'IG Farben dans les archives américaines, dans les dossiers concernant la Suisse. Et ce que j'ai trouvé était absolument extraordinaire. Eh bien, nous allons voir pourquoi. Il y avait une liste de propriétaires et d'actionnaires de cette entreprise, et de nombreux Américains y figuraient, mais leurs noms étaient caviardés. On ne pouvait pas voir les noms, un censeur les avait simplement barrés à l'encre noire. Mais ils étaient là. Ils étaient les propriétaires, et ils ne pouvaient pas ignorer ce qu'ils produisaient. Il y a un autre livre intitulé « La Suisse, un allié secret de l'Allemagne », ce qui signifie que les Alliés n'ont pas bombardé la Suisse. C'était un endroit très pratique pour produire du matériel militaire, ce qu'ils ont fait, et ils l'ont fourni à l'Allemagne, sans même être bombardés. Ainsi, le gaz pour Auschwitz a été fabriqué en Suisse par IG Farben avec des investisseurs américains. Voici le fait. L'armée rouge l'a libéré et ils n'ont pas pu croire ce qu'ils ont vu. C'était bouleversant. La même chose s'est produite à Belsen. J'ai vu, et ces vidéos existent, on peut les regarder. L'armée américaine entrant à Belsen, et ses cadavres épuisés, ses corps à peine vivants, de personnes en uniforme rayées. C'est très émouvant. C'est vraiment difficile à regarder sans verser de larmes. Absolument. Et je pense que c'est tellement tragique que, même si c'est une période terrible de l'histoire, il est important de souligner que cela s'est produit et de rappeler comment ces camps de concentration ont été libérés. C'est une partie vraiment tragique de l'histoire qui ne doit pas être oubliée et qui ne doit bien sûr jamais se reproduire. Mais je pense que pour que cette mémoire demeure, il est essentiel d'aider les gens à en apprendre davantage et d'éduquer le plus grand nombre possible de personnes afin qu'elles sachent ce qui s'est réellement passé. Je trouve que c'est un sujet vraiment fascinant et il est très difficile d'en aborder les points principaux en 1 heure. Je serais donc ravie de reprendre contact avec vous et d'apprendre à nouveau de vous. Dr. Brovkin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut une conversation incroyablement intéressante et importante. Merci infiniment. Non, ce fut un plaisir pour moi. Le 80e anniversaire de la grande victoire de l'Union soviétique et de ses alliés sur le fascisme est une étape majeure dans l'histoire de l'humanité qui ne devrait jamais être oubliée. Pour nos téléspectateurs, si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous sur la chaîne YouTube du Dr. Brovkin pour découvrir d'autres vidéos passionnantes sur la politique et l'histoire. C'est l'une de mes chaînes préférées en ce moment. Dr. Brovkin, ce fut un plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Merci pour votre temps. Merci beaucoup.